poursuivre avec vous cette interrogation que nous avons commencée sur la façon dont il est possible, et je mets à ce mot le sens qui met Lacan quand il distingue 4 éléments au niveau de la structure: l'impossible, le nécessaire, le contingent et le possible. On a déjà parlé, on va revenir là-dessus. Donc, l'articulation dont il est possible de parler, qui peut advenir de façon contingente, et la dimension contingente, là qu'on introduit par la contingence du corps. On est donc à préciser un peu ce qu'est le corps, évidemment dans un champ qui n'est pas le champ que l'on connaît, celui du visuel, de la vision, plus ou moins développé, qui est notamment le champ de la médecine. Et donc l'articulation de l'image et de ce que l'on peut penser comme étant le son. Pour autant que là aussi, le son, nous le différencions du sonore. Une des façons de le différencier, c'est de dire, par exemple, que sur un enregistrement habituel, ce que l'on entend, c'est du sonore, mais que ce sonore, en fait, découpé, discontinu, en quelque sorte, c'est des hypothèses, ce sont bien sûr, et sur un fond de son continu, qui ne s'entend pas, évidemment, forcément. De la même façon, l'image telle que nous essayons d'aborder, c'est dans sa dimension d'une présence invisible, qui donc, vous voyez, est évidemment à différencier de la visibilité, qu'elle soit visible ou non visible, ce qui tourne de façon peut-être un peu rapide, comme ça que je le dirais, autour de ce que Lacan nomme la spécularité, le champ spéculaire, l'image spéculaire. Et ceci nous a amené à nous interroger sur le fait que, inévitablement, et ça a été notamment la façon dont ceci est apparu lors des dernières séances de séminaire, la façon dont est interrogé en fait à travers ça. Je disais la dernière fois, à la fois avant la jouissance, et je dirais ce soir le jouir. Vous verrez pourquoi ce mot jouir est quelque chose qui, surtout dans la langue française, est peut-être plus à même de nous approcher de cette contingence corporelle. Hein, c'est ainsi que Lacan, dans le séminaire encore, notamment, l'introduit, et c'est comme ça qu'il reprend à ce moment-là, à nouveau, tout ce qu'il en est de la signifiance, et qu'il différencie la signifiance qu'il va mettre du côté du son, de ce qui s'entend, et de ce qui se lie à partir de ce qui s'entend, qui s'appelle le signifié ou la signification. Donc, le signifiant qui s'entend, et ce qui se lie à partir de ce qui s'entend, le signifié, et bien sûr, entre les deux, il y a, entre les deux, cette barre, telle que la
transmise Ferdinand de Saussure, barre qui n'est pas une interdiction, et sur laquelle il insiste beaucoup. Et voilà un peu comment les choses peuvent se ramasser de façon un peu rapide, mais enfin c'est une question. Et ceci, il l'articule dans son écrit, dans les écrits, à partir du Congrès de Royaumont de 1960, dans ce texte qui s'appelle Subversion du sujet dialectique du désir, pour noter page 831. Il dit, ce à quoi il faut tenir, c'est que la loi interdit la jouissance. Virgule, ou encore, alors là, on est comme en musique, il y a une modulation qui apparaît. Ou encore, qu'elle ne peut être dite qu'entre les lignes. On est dans une portée, on est dans une partition musicale. Qu'elle ne peut être dite qu'entre les lignes, pour quiconque est sujet de la loi. La jouissance ne peut être dite qu'entre les lignes, pour quiconque est sujet de la loi. Du fait que la loi se fonde de son interdiction même. Je crois que ça ne fait pas la citation en mémoire. Et il ajoute, nous sommes en 59-60, et il ajoute, au commandement jouit, à l'impératif jouit, le sujet ne peut entendre, alors jouit, J-O-U-I-S, ne peut entendre que jouit, J'-O-U-I-S, mais, nouveau paragraphe, mais, la loi ne barre pas accès à la jouissance. La loi ne barre pas accès à la jouissance, tout au plus fait-elle de cette barrière presque naturelle un sujet barré. En quelques mots, quelques lignes, il y a une bibliothèque, évidemment, plus qu'une bibliothèque, et on voit que on ne peut pas en rester au fait que la loi et la jouissance s'opposent, ou que la loi interdit la jouissance, ou alors il faut savoir un peu de comprendre. Chaque fois qu'il parle de la loi, c'est avec un grand L. Je crois qu'aussi le là est avec un grand L. Et donc, c'est notre hypothèse, c'est ce qu'il va, entre autres, développer. C'est comme ça qu'on y est arrivé à partir d'un cheminement particulier. C'est notamment ce qu'il va développer dans les années qui vont suivre, et plus particulièrement dans le séminaire encore, où là c'est pareil. Je crois que toute la question, bien sûr qu'on en a besoin, c'est d'essayer de ne pas en rester aux effets de signifier, du signifiant, mais de se laisser un peu aller à ce qui peut s'entendre. Si vous avez, enfin je fais ça un peu de temps en temps pour ma part, écoutez un peu les CD des séminaires de Lacan. Il y a quelque chose, comme chez tout celui qui parle, qui emmène, avec toutes les scansions qui y sont, avec toutes les inflexions, avec toutes les interpellations du public, vous n'écoutez jamais ce que je dis, il y a toute une façon d'introduire quoi ? D'introduire justement quelque chose qui est bien sûr cette dimension de l'ouïr,
de l'ouïr, c'est-à-dire de la voix. C'est à ce moment-là qu'il va dire la voix, c'est strictement la scansion avec laquelle tout ce que je vous dis, je vous le raconte. De Favril, c'est l'année suivante, dans les noms du Père. Et en mai de ce séminaire, donc après le séminaire encore, ce qui m'avait beaucoup arrêté, ce qui m'a arrêté il y a déjà 1 ou 2 ans, je n'ai fait partie l'an dernier, c'est ce quelque chose, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est ce qu'on a lu et relu, et puis soudainement, ben ça sonne autrement, ça nous arrête, enfin, je ne sais pas bien comme il faut dire, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de ce qui cause et qui conduit à justement la barre dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire le fait qu'il y a du signifiant, comme il le dit, qui va franchir la barre et qui va infiltrer le signifié. Et donc, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est le fait qu'il dit jusqu'à maintenant, j'ai parlé de l'inconscient à partir de l'expérience psychanalytique, à partir de la dialectique du transfert. Dieu sait s'il en a parlé de façon quand même très subversive par rapport à ce qui était dit jusque-là. Il dit maintenant que ce que j'appelle le discours, je paraphrase, en quelque sorte, rencontré, alors il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, et notamment, il y a un étrange lien, que lui il appelle lien social. Si vous lisez télévision, vous allez trouver ça. Et il ajoute politique. Et il introduit la dimension du politique au niveau du discours, dans cette articulation qui vous savez, les 4 lettres à partir desquelles il définit les 4 discours. Petit a, S1, S2, S barré, les 2 barres, et il présente ça comme un écrit, pas comme une écriture, comme un écrit. Et il va dire que l'écrit, en fait, c'est ça l'intérêt de la barre. Et c'est pour ça que... Et la barre, ça n'est qu'un écrit. Et on peut, à partir de là, d'ailleurs, penser aussi bien à toutes sortes de... toute composition artistique, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit cette dimension de l'écrit, qui n'est évidemment pas du côté du sens, la signifiance qui n'est pas du côté du sens, comme il le dit, ça n'est pas à comprendre, c'est à expliquer. C'est fait pour faire parler. C'est fait pour faire parler, pour que, parlant, quelque chose, un jour, quelque chose de nouveau advienne. Eh bien, je dirais que ce qui est en jeu dans le transfert, ce qui, par le biais de cette contingence du corps, est en jeu, c'est-à-dire ce qui va faire que le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire, qui recouvre le réel, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Le réel étant ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, au sens où il dit que c'est impossible à écrire. C'est l'impossible à écrire. Eh bien, il peut arriver à certains moments que, du fait d'une contingence, ça cesse de ne pas s'écrire et que devienne possible ce qu'il nomme, ce qui cesse de s'écrire. Donc, on pourrait dire que le discours analytique, qui est donc ce passage, ce pas, ce changement,
partir des 4 lettres que vous connaissez, hein, petit a en position d'agent, bar, S2, qui va donner comme production le S1 qui est sous la barre, avec le fait que sur la barre il y a le S barré. Ceci est un moment qui est en même temps un savoir. Alors, je voudrais ce soir un peu parler de ce que c'est qu'un savoir. Je ne dis pas le savoir, je dis bien un savoir, pour autant qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui tourne autour du 1, dont on a déjà parlé plusieurs reprises, et qui est ce qui peut à un moment, ce S1, advenir comme un signifiant. Et là, au deuxième séminaire encore, Jacobson est présent, et il s'appuie sur Jacobson pour bien dire, Jacobson, tu l'as bien dit toi-même, le signifiant n'a rien à faire avec les mots, ou avec le mot, c'était plutôt une phrase. C'est peut-être une locution, et pour vraiment trancher les choses et pour montrer ce qu'il en est, il dit, moi je vous propose quelque chose, attire l'arigot. Voilà, ça c'est signifiant. C'est du signifiant. On a bien sûr essayé de bricoler ça du côté du sens. On a trouvé un monsieur Larigot à qui on tirait la jambe. Mais c'est pas du tout ça. Attire l'arigot, c'est intraduisible. C'est le génie de la langue. C'est le signifiant qui coule comme la bière qui coule dans le verre. C'est ça. C'est quelque chose qui est cette fluidité même dont on parlait tout à l'heure. Bon. Alors, pour un peu avancer, parce que bien sûr, derrière ça, il y a l'image et le son, mais on a déjà fait un pas, puisqu'on est sorti de l'image au niveau de la représentation. On pourrait dire d'une certaine façon, enfin c'est comme ça que c'est venu récemment dans un groupe de travail avec un baryton qui était baryton à l'opéra, qui nous expliquait un certain nombre de choses, et ce qui semblait bien évident, c'est que finalement pour lui le corps, et c'est aussi mon expérience, c'est ce qui est, on pourrait dire, dans ce petit espace-là, juste devant. Là. Parce que Sylvie Bidache, le chef d'orchestre, il disait que quand vous battez la mesure, il n'y a surtout pas besoin d'un grand espace tout petit. C'est-à-dire c'est quelque chose qui juste se détache et qui est donc dans un temps et dans un espace tout à fait particulier, et qui fait que quand on chante, alors il y a différentes techniques, mais notamment quand on chante, la technique avec laquelle je chante, évidemment, on chante complètement à l'horizontale, toujours. La voix ne monte pas en tant que telle. On est toujours en train de faire sortir du son dans un tuyau. Et les sons vont être différents, donc ça va faire entendre quelque chose qui va monter ou qui va descendre. Mais on ne chante pas du tout en faisant monter. Je pense que ce geste-là, qui est évidemment très proche du geste qui est évidemment très proche du geste du peintre, du danseur, pour autant qu'il met en jeu un certain espace, qui, vous voyez, n'est pas l'espace féculaire, c'est quelque chose d'autre, témoigne de l'existence d'un savoir. Alors, qu'est-ce que c'est que le savoir? Eh bien, on peut en fait difficilement parler de savoir, à condition de différencier le savoir de la connaissance. Et on pourrait dire un exemple simple pour comprendre ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais un ordinateur, il a des connaissances.
On pourrait dire qu'il pense un ordinateur, mais il n'y a pas de savoir. Pour un peu situer les choses. Par contre, un être parlant, lui, est habité par un savoir. Ça ne lui empêche pas d'avoir des connaissances, mais certainement que l'ordinateur a plus de connaissances que l'être parlant. Mais, néanmoins, c'est comme ça qu'on peut dire les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que le savoir dont on essaie de parler? C'est le fait que, et là je m'appuie à nouveau effectivement sur la façon dont Lacan le présente dans le séminaire encore, c'est que Jacques-Alain Miller a intitulé un chapitre Savoir et vérité. La façon de parler de cette question du savoir, c'est de partir du fait, ça c'est assez facile, on pourrait dire que la ritournelle de la formule va nous le dire assez facilement, il y a du savoir dans l'autre, grand A. Et puis le savoir, c'est lié aux signifiants qui sont dans l'autre. Quand on a un peu l'habitude, c'est assez facile, mais rapidement on peut partir, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le signifiant comme étant réduit aux effets de signifier. Si on prend la dimension, si on essaie de garder cette dimension du savoir qui est dans l'autre, on en arrive au fait que nos quatre éléments-là, l'impossible, le nécessaire, le contingent et le possible, vont pouvoir nous aider à préciser l'articulation, ou une certaine articulation, entre le jouir et le savoir. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un savoir que l'on peut apprendre, prendre. Il y a cette dimension qui est connue et qui est dans les discours, je dirais, qui ne sont pas le discours analytique, justement. Donc un savoir qui peut être qui est apprendre, à écrire en deux mots, un seul mot. Et puis il y a le prix, c'est-à-dire le savoir qui est pris. Pour autant que ce n'est pas le savoir qui est pris, c'est le sujet qui est pris. C'est-à-dire que c'est pour autant que le sujet est pris dans ce que l'on va nommer le savoir, on va essayer de préciser ce qu'on dit par là, qu'alors ces éléments dont on parle peuvent advenir. C'est-à-dire que il y a comme fondement du savoir le fait que l'exercice du savoir est équivalent à son acquisition. Alors, ça veut dire que chaque fois qu'il y a acquisition du savoir, on va préciser un peu l'opération, chaque fois qu'il y a acquisition du savoir, il y a exercice du jouir de ce savoir. Autrement dit, l'important, c'est donc pas de prendre ou d'apprendre le savoir, c'est de jouir du savoir. Voilà. Eh bien, je crois qu'on peut dire que, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, là, l'insistance, de différentes façons, on peut dire que l'œuvre d'art est ce qui permet ce mouvement tel que, comme dans le mot d'esprit, on pourrait dire, le récepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit un certain appel de quelque chose, on va dire de l'autre, bien sûr, un jour, alors on
entendant la musique, un jour en regardant une peinture, un jour en regardant un danseur et d'autres, un jour, et c'est la même chose pour le danseur, pour celui qui fait l'expérience, à chaque fois qu'il y a exercice, et donc répétition, il ne faut même pas dire à chaque fois, dans le chaque fois, il est impossible de savoir de quelle fois il s'agit, puisque c'est toujours une nouvelle fois. C'est pourquoi, bien sûr, le savoir dont on parle, jouir du savoir, ce pourquoi il coûte beaucoup, en deux mots, et que pour qu'il, c'est ça le retournement, pour qu'il puisse se jouir, et il y a cette dimension évidemment du J'(OUI) R, ce oui du joui, du oui au réel, le oui au réel du son, pour qu'il puisse se jouir, être entendu, eh bien il faut qu'il y ait ce fameux lien social dont on a parlé, avec ces 4 lettres. Et il est possible de trouver, je dirais, pas dans n'importe quel texte, parce que ça dépend du récepteur. Ce qui compte, c'est pas le texte. Bien sûr qu'il joue le texte. Mais ce qui compte surtout, c'est la façon dont un jour un récepteur peut, on peut appeler ça un bon entendeur, peut effectivement, en tant que sujet, répondre par un joui, même au commandement surnoïque du joui, évidemment. Alors, vous voyez que c'est pas du tout dans l'alignement. C'est toute la question. Alain Henla, il a fait un livre là-dessus, sur les différents types de surmoi, et toute la question est donc celle de savoir dans quelle mesure un être parlant peut être habité parce qu'il a rencontré ça un jour, par ce dont on essaie de parler, de telle façon que, ça c'est une hypothèse bien sûr, c'est une hypothèse qu'on développera un jour, je ne sais pas, enfin moi c'est une hypothèse qui me semble tout à fait féconde, pour que, à un moment de son périple, je dirais pas de son histoire, parce que la question de l'histoire c'est tellement réduit à des histoires que ça ce qui se passe dans une analyse, c'est quand même ça le fond du problème, c'est d'essayer de se repérer un peu dans toutes les histoires qui nous sont arrivées. Et donc, toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure, alors on va dire le corps, en sachant pas trop ce qu'on dit, mais quelque chose, je crois qu'une des façons aussi de parler du corps, c'est de parler de ce que Lacan appelle l'écrit. Alors, ça va très loin parce que, vous savez, tout ce qui est dessiné au tableau, là, c'est rond, ce qui est dessiné, bricolé, etc. Et qu'on peut tout à fait, et pourquoi pas, être pris par essayer de comprendre comment ça se noue, etc. Pourquoi pas, comment ça se reproduit, etc. Mais
est-ce qu'on ne peut pas aussi supposer que tout ça, c'est l'aspect, on va dire, un peu donné à voir, mais que ce qu'il essayait justement de s'approcher, ce vers quoi il tendait, lui, comme analysant, c'est à essayer de répondre par un oui à quelque chose à quoi, comme il le disait d'ailleurs. Mais enfin, qu'est-ce que je vais encore vous dire encore? Qu'est-ce que je fais là, en quelque sorte? Tout se passait comme si, en quelque sorte, comme nous tous, comme ici, on essaie un peu de dire oui à quelque chose, à ceci près que il importe de prendre en compte cet être de signifiance qui est en jeu, et que c'est ça qui est en jeu. Vous connaissez sans doute ça, comme quand il lâche ça comme ça au début d'encore, les hommes, les femmes et les enfants sont des signifiants. Alors, à partir de, à nouveau en revenant là, qu'est-ce qu'on peut dire de l'image? Ce que j'ai essayé de dire, par exemple, c'est que, je vais revenir un peu là-dessus, c'est que ce qui se passe à Byzance au 8e siècle, 9e siècle, dans cette querelle des icônes, dans cette guerre, qui avait des enjeux politiques, bien sûr, qui s'est fait en 2 temps. Ce qui fait qu'il y a eu effectivement, je dirais, victoire des iconophiles, et notamment de l'un d'eux, Nicéphore le patriarche de Constantinople, c'est le fait que il a sans doute, je cite à nouveau le travail de Marie-Josée Monzin autour de cette question-là, elle articule tout ça autour d'un signifiant, oikonomos. Mais, bien sûr que dès qu'on fait un livre, on tire sur les effets de signifier, c'est logique, mais je crois qu'il faut vraiment le prendre au sens de cette signifiance dont on parle, avec toutes les résonances traductrices, de traduction qui peuvent exister, mais sans doute, et alors là j'ose dire ça, comme dans le transfert, ce que vient demander quelqu'un qui vient parler. Bien sûr qu'on peut dire qu'il ne le sait pas, mais est-ce que ce serait pas une présence, une certaine présence, c'est ça la question, une certaine présence, celle justement qui, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas présente, mais qu'elle ne se présente pas comme ça facilement, c'est-à-dire que c'est pas pour le premier venu que ça apparaît, cette affaire-là. Une certaine présence qui est celle du jouir. Et que le transfert se déroule, parce que c'est ça, tourne en rond, le disque qui tourne, le discours, il tourne sur la dimension du signifié, du fait qu'il y a cette dimension de la signifiance qu'il présente. Et que il peut parfois arriver que ce dont j'essaie de parler comme je peux, cet espace particulier, cette contingence du corps,
c'est pas dans les mots. Un motus. C'est pas dans les mots, parce que les mots nous font virer sur le sens, quasiment. Même si on fait des jeux de mots, on reste là-dedans quand même. C'est dans autre chose. C'est dans autre chose qui pose véritablement, ça on en parlera le 6 avril, je pense, au centre communautaire, dans le colloque qu'on va faire, qui pose véritablement dans quelle mesure il est possible qu'à un certain moment, il y ait une rencontre, qui serait sous le nom du J''OUIS, entre la loi et la jouissance. Pour autant que je dirais que nécessairement, au sens de ce qui ne cesse pas de s'écrire, elles ne peuvent pas aller ensemble. Et pourtant, toute la question est celle de ce qui fait que il est possible que quelque chose cesse de s'écrire, et alors on touche à ce point de quoi? À ce seul moment, comme le dit Lacan, où il y a quelque chose de l'ordre du rapport sexuel, mais qui n'est pas le rapport sexuel. Alors c'est quoi le rapport sexuel? C'est le moment où la jouissance phallique, c'est-à-dire la jouissance telle qu'elle a été définie autour du phallus, et puis cette autre jouissance, grand A, qui ne s'exclut pas non plus, c'est-à-dire cette présence du féminin. Chez tout être parlant, c'est pas, il n'y a pas d'un côté les hommes, du côté des femmes, comme dit Saint Paul. Il y a le fait que si on prend cette dimension du discours, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est pas facile. Si on prend cette dimension du discours, il y a un moment où peut advenir ce que l'on peut appeler une rencontre, c'est-à-dire ce oui au réel. Ce oui au réel qui est ce moment où le jouir du savoir n'a rien à voir avec l'apprendre, et où c'est toujours la première fois d'une certaine façon, mais ce n'est aussi pas la première fois. Voilà, je m'arrête là.